Chers téléspectateurs de Mourchid TV, bonjour. Votre émission Écodé, l'émission spécialisée un peu dans les débats liés à l'économie dans ses divers secteurs, revient aujourd'hui sur un autre thème, n'est-ce pas, lié à l'économie de manière générale, à la vie socio-économique de manière générale. Il s'agit des statistiques. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème toujours actuel, parce qu'intervenant dans tout ce qui se fait dans la vie socio-économique des pays. Nous allons aujourd'hui débattre sur les statistiques, l'importance des statistiques dans la vie socio-économique. Pour cela, nous avons deux invités, deux experts, n'est-ce pas, du secteur. Il s'agit de M. Abdon Privat Pambou, qui est statisticien économètre. Il est également le directeur général de l'IKJ Amadou Mahtar Mbow, Institut communautaire africain de gestion et d'ingénierie. Effectivement, vous êtes le directeur général de cet institut. Vous êtes également formateur en statistique depuis plusieurs années dans pas mal d'instituts de Dakar et également à l'université. Monsieur Pambou, bonjour. Bonjour, monsieur Mbake-Gueye. Et je suis très heureux de faire partie de vos invités aujourd'hui à cette émission, que d'ailleurs j'ai compté suivre depuis que vous m'avez fait écho de l'animation en fait, que vous faites par rapport à cette chaîne. Et je suis heureux et merci de m'avoir invité. Merci. Mourchid TV également vous remercie aussi d'avoir bien voulu répondre à cette invitation malgré votre agenda chargé. Je suis avec moi aussi, toujours dans le cadre de nos invités, M. Ibrahima Ndiaye. M. Ibrahima Ndiaye est économiste, statisticien. Il est formateur, n'est-ce pas, formateur consultant en finance islamique, parce que lui aussi, au-delà des statistiques, il touche également aux finances islamiques. Il est expert évaluateur au niveau donc du 3FPT, également directeur général de l'Institut EC2M. Monsieur Ibrahima Ndiaye, bonjour. Bonjour M. Mbake, c'est toujours un plaisir. Comme l'a dit tantôt M. Pambou, et aussi lui aussi c'est un réel plaisir de partager avec lui ce plateau. Je pense Pambou, c'est depuis l'université, dans le cadre de nos enseignements, on a eu à partager pas mal de choses dans le cadre tout simplement de cette triptyque qui dit quoi? Le savoir doit être partagé si on veut que ça soit utile. Donc on s'est connus comme ça et depuis lors on a gardé les meilleurs des contacts. M. Baké aussi c'est un réel plaisir. Quand on a eu à échanger, j'ai dit non, avec peut-être même un emploi temps plus ou moins chargé. Mais on fera tous les efforts nécessaires pour tout simplement venir partager avec bien sûr la population sur cette fameuse notion que peut-être les gens ont tendance à ne pas comprendre. Parfaitement. Quand on parle des statistiques, les gens ne comprennent pas, mais que réellement peut-être aujourd'hui, peut-être au-delà des chiffres, comme disait un célèbre penseur, les chiffres nous parlent. Certainement aujourd'hui les données vont nous parler en tant que tel. Effectivement, les données vont nous parler, parce que quand on parle de statistiques, pour revenir sur le thème, en fait on parle beaucoup de données, de la notion de données, de data science comme on dit souvent. Et aujourd'hui tout se fait à partir des données. Et aujourd'hui on ne peut pas parler de données sans parler de statistiques. Bien sûr. Donc on parle de la statistique. Bien sûr. Souvent on parle également des statistiques. C'est ça. Donc autant d'éléments que nous, souvent profanes, que nous entendons souvent. Bien sûr. En tout cas, une discipline à laquelle nous sommes toujours confrontés, sans comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a autour de cette belle science. Monsieur Ibrahima Ndiaye, si on devait vraiment parler de la notion de statistique, comment vous pourriez un peu expliquer aux téléspectateurs cette notion? Le plus souvent, merci encore M. Mbake. Le plus souvent, quand je donne un cours sur la statistique, je pars d'exemples pour faire comprendre, pour que les gens puissent réellement comprendre. Et j'ai taquiné certains de mes étudiants ou bien certains même des collaborateurs de dire que nous tous nous faisons de la statistique chaque jour sans comprendre que nous faisons de la statistique. Je dis même la femme de ménage qui va au marché faire de la statistique parce qu'avant même de sortir de ses ailes, elle fait tout pour demander les cours ou bien les prix au niveau du marché, comment ça évolue. Mais cette séance-là qui permet de dire réellement que par rapport à tel ou tel prix,
que ça a augmenté véritablement, que véritablement les indices de prix ont augmenté et autres, cette séance-là, c'est ça la statistique. D'accord. Lorsque nous allons au niveau des élections, ces informations que nous donnons comme ça, là, ou des fois on nous dit non, tel candidat a tel ou tel nombre, véritablement, cette séance-là qui permet de donner ces informations-là, ça c'est la statistique en tant que telle. Quand nous allons au niveau des banques, quand on parle réellement du nombre d'épargnants, quand on parle réellement des retraits, quand on parle des opérations qui sont effectuées à longueur de journée, cette séance qui nous permet de donner ces informations-là, c'est de la statistique. Quand dans une école, on connaît les effectifs, on connaît le nombre de genres masculins ou féminins, on connaît le taux de réussite, on connaît le taux d'échec, cette séance-là qui nous informe sur ça, cette séance-là, c'est de la statistique. C'est pour cela, moi, dans une des définitions que j'ai l'habitude de dire, je considère comme la statistique comme étant un ensemble de méthodes. C'est une méthode, bien sûr, parce que la conception est définie de manière très claire, un ensemble de méthodes scientifiques. Parce qu'on travaille sur une méthodologie très claire, basée sur le recueil, ça signifie quoi? La collecte d'informations. Mais ces informations-là qui sont recueillies sont organisées, basées sur le recueil, l'organisation. Mais lorsque ces données-là sont organisées, ces données-là sont présentées pour qu'une lecture soit faite de manière plus simple. Mais au-delà de cette présentation-là, il y a ce qu'on appelle tout simplement les résumés numériques, on va y revenir certainement, mais aussi basé sur la modélisation, on va revenir tout simplement la modélisation que je définis moi de manière très simple, comme étant l'écriture mathématique d'un phénomène économique ou social, mais tout cela avec un certain nombre d'objectifs. Un certain nombre d'objectifs, c'est quoi? Dans un dessin, bien sûr, de faire des prises de décision. C'est pour cela qu'on considère, on va y revenir, que la statistique comme étant un outil d'aide de prise de décision, mais aussi au-delà de faire des prises de décision, mais de faire ce qu'on appelle des prévisions. C'est tout un ensemble de tout cet ensemble-là. Mais parlant de prise de décision, donc ça dit qu'on ne devrait quand même pas prendre une décision dans un domaine quelconque sans pour autant se baser sur des données. Bien sûr, un célèbre penseur du Lord Thomson disait tout simplement par rapport, il disait un physicien, donc un anglais, un britannique physicien qui disait que lorsque ce dont vous parlez, vous avez les chiffres et que vous pouvez mesurer cela, la manière dont vous agissez sur cette chose-là est plus efficace que lorsque vous parlez de choses ce dont vous n'avez pas les éléments, chiffrés. Vous pouvez agir, mais la manière dont vous allez agir risque d'être moins efficace. C'est pour cela, je me rappelle en 2010, l'ex-secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, disait quoi? Que ces statistiques-là, ou bien la statistique intervient dans tous les domaines de la vie. Que si nous voulons que nos actions soient efficaces, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, que ce soit dans le domaine tout simplement de la santé, que ce soit dans la lutte contre la pauvreté, nous devons d'abord avoir les informations là, et à part de ces informations, on pourra agir de manière efficace. Si on veut lutter contre l'inflation, si on ne connaît pas si on connaît pas la manière dont évoluent les prix, on ne pourra pas. Si le président doit prendre des décisions par rapport à la cherté de la vie, il doit avoir des informations par rapport à cette cherté. Et j'ai donné encore une autre en disant que non, le président ne s'est pas réveillé un jour pour dire non, par rapport au prix de la location, je vais sortir un décret pour diminuer. C'est par la suite de rapports sur des données que les gens ont essayé de montrer, ont montré même par ces rapports qui nous ont fait sortir, que véritablement, peut-être des années 2000 à nos jours, que le prix de la location a augmenté de plus de 250%. C'est à partir de ce moment que lui, il a les outils, il a les informations nécessaires. Et à partir de ces informations-là, il a pris un certain nombre de décisions. Et ce qui revenait encore en quoi? La statistique, un outil d'aide de prise de décision. Parce que quoi? Ces informations-là, ou bien ces données-là que nous collectons, ou bien contiennent ce qu'on appelle une quantité d'informations. Maintenant, reste à nous de pouvoir utiliser ces informations-là, mais de pouvoir, bien sûr, les décortiquer. Mais si on n'est pas en mesure de les décortiquer... On reviendra plus amplement, parce que là, vous avez développé un certain nombre d'éléments. C'est juste pour montrer qu'on est dans un domaine assez vaste, n'est-ce pas, qui, plus ou moins, en tout cas, aide à agir sur plusieurs secteurs se basant sur des données. Monsieur Pambou, à la suite de Monsieur Ibrahima Ndiaye, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur la notion de statistique? La différence entre la statistique, les statistiques, tout ça, c'est vraiment autant d'informations qu'on devrait pouvoir partager avec les téléspectateurs pour comprendre davantage
cette discipline merveilleuse qui aide plus ou moins à prendre des décisions. Oui, merci M. Mbaké, merci aussi à mon collègue Ibrahima Ndiaye, avec qui nous avons partagé la même équipe pédagogique au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion, et aussi à IVS, hein, je pense bien. Voilà. Donc, au regard de tout ce qu'il a dit, j'aimerais d'abord juste peut-être revenir sur ce que vous avez semblé donner, la différence entre les statistiques et la statistique. Il a expliqué c'est quoi la statistique, c'est l'ensemble des méthodes scientifiques, comme il a dit, qui sont basées sur la collecte des données, l'organisation et le traitement des données. Mais à côté, nous avons souvent aussi le terme les statistiques qui sont employées au pluriel. Lorsqu'on parle des statistiques au pluriel, là on fait allusion aux données, c'est-à-dire que ce sont les faits chiffrés que nous collectons lors d'une étude de statistique. Par exemple, nous pouvons prendre le cas du recensement, il y a des faits chiffrés qui nous sont donnés. Lorsque nous suivons par exemple un match de football, nous avons des faits chiffrés qui nous sont donnés. Vous voyez qu'il nous est difficile par exemple pour quelqu'un qui n'a pas suivi le match de lui décrire tout le film du match. Mais nous pouvons le faire grâce aux statistiques en donnant quoi? Par exemple les statistiques sur le nombre de buts marqués, le nombre de passes. Vous voyez, tout ça on donne les statistiques. Quand nous allons par exemple à l'hôpital, nous avons souvent tous été à l'hôpital, on voit qu'au niveau du service d'accueil, il y a un registre qui est là, où on prend note sur les malades qui viennent. Mais imaginez par exemple le directeur d'un centre de santé ou de l'hôpital, il peut avoir besoin de connaître combien de malades ou combien de patients sont venus pour tel type de maladie. Donc on lui dira par exemple, il y a tant de personnes qui sont venues pour se faire consulter par exemple pour le paludisme, d'autres peut-être pour la grippe, tout ça. Donc ces données-là qui sont fournies aux responsables, ce sont les statistiques. Donc les statistiques, pour me résumer, ce sont les faits chiffrés, alors que la statistique, c'est la science, c'est la méthode qui nous permet de pouvoir faire ce traitement. Ok, je vois. Mais souvent, je vois un peu dans l'étude des statistiques, vous différenciez un peu. J'entends parler de statistiques descriptives, d'autres types de statistiques. Est-ce que vous pouvez vraiment un peu parler des différents aspects, des différents éléments qu'on retrouve un peu dans les statistiques, dans la statistique? Donc, lorsqu'on parle maintenant de la statistique, c'est-à-dire que la science statistique, qui est donc une branche, je dirais, des mathématiques, on va distinguer deux volets, en fait. Il y a ce qu'on appelle la statistique descriptive. Ici, l'objet, c'est de décrire, donc de faire la synthèse. Par exemple, quand je dis il y a tel joueur a marqué tant de buts au cours de l'année, je fais une synthèse. Quand je regarde la classe, en termes de répartition d'âge, je peux dire par exemple que 20% des étudiants ont moins d'eux. Donc, voyez, là, j'ai décrit la classe. Donc, maintenant, cette description peut se faire à l'aide des indicateurs numériques, comme par exemple la moyenne. Donc, peut-être on reviendra sur la catégorisation des indicateurs. Donc, lorsque nous faisons le résumé de ces données que nous avons recueillies à l'aide des indicateurs numériques, ou à l'aide des représentations graphiques, là nous sommes dans le domaine de la statistique descriptive. Maintenant, imaginons que nous menons une étude sur une population très vaste. Alors, je prenais un exemple pour faire peut-être la démarcation. Imaginez, moi je suis par exemple un producteur, un industriel, je vais par exemple, je vais fabriquer par exemple, je prends le cas d'une société qui produit les allumettes. Si je vais être sûr que ma production est bonne, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre toute la production, que je dois gratter mes tiges et au bout de la journée, je n'aurai presque rien reçu? Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre juste peut-être quelques tiges que je vais tester pour voir si ça donne du feu. En ce moment, je dirais que j'ai tel taux de réussite par rapport à ma production, taux de satisfaction. Mais si je veux prendre ce résultat-là, je vais l'étendre à toute la population, c'est-à-dire à toute ma production. Là, j'ai besoin d'une autre branche de la statistique qu'on appelle l'inférence statistique ou bien la statistique inférentielle ou mathématique. Donc là, je fais de l'induction, on dira qu'on va faire de l'induction statistique. C'est-à-dire qu'on va partir d'un ensemble restreint pour pouvoir extrapoler les résultats au niveau de la population globale. Donc là, c'est la statistique inférentielle qui permet de le faire. Intéressant. Déjà, ça nous permet un peu de faire un peu la différence un peu entre la statistique descriptive et la statistique inférentielle. Ibrahima Ndiaye, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ça? C'est ça, c'est ce qu'il a dit, c'est extrêmement important. Donc moi, je le rejoins dans ces définitions et autres par rapport surtout à la statistique inférentielle. Et moi, le plus souvent, je le disais, c'est juste que lorsque vous prenez juste un petit ensemble sur lequel c'est accessible,
Parce qu'il est plus, comme il a donné l'exemple des allumettes, c'est accessible de prendre un paquet d'allumettes et de tester ça. Et de voir est-ce que le produit est efficace ou pas. Que de prendre tout l'ensemble de la production, qui n'est plus ou moins pas accessible de cette manière-là. Ou bien, bon, même ce sera tout simplement des gâchis. Et donc, et vous voyez son exemple-là étant extrêmement important. Regardez, il est dans le domaine industriel, dans le domaine de la production et autres. Ce qui signifie quoi? Tous ces produits que nous viennent, les gens font l'objet de tests réellement. Il a donné cet exemple en faisant de l'inférence en tant que tel. Les gens font l'objet de tests, bien sûr. Et ça, c'est des outils de la statistique que les gens utilisent, que ce soit les voitures, que ce soit les micros que nous, on est en train d'utiliser. Les gens ont fait, parce qu'avant que ça ne sorte de l'usine, non, les gens font tout simplement un échantillonnage. Ils vont prendre peut-être une partie tout simplement de cette production-là pour tester est-ce que la production est bonne. Et après, ils vont tout simplement généraliser, considérant que si peut-être N est valable, N-1 est valable normalement, si on fait des extrapolations, ça doit pas être valable pour N ou bien pour N plus 1. Si peut-être une partie de la production est bonne, normalement, si toute chose étant égale par ailleurs, toute la production doit être bonne. Entre guillemets. C'est pour cela même. Ça, c'est de l'échantillonnage. Bien sûr, c'est pour cela même. Par rapport à cela, les gens considèrent même que par rapport à ces statistiques-là, que la statistique a un certain nombre de limites. Oui, exactement. C'est bien sûr, parce que sa théorie ou bien son fondement est sur une base numérique en tant que telle. C'est comme les sciences expérimentales. C'est comme les sciences expérimentales et que réellement, peut-être la tendance que peut donner ou bien ce que peut dire la statistique, ou bien sur les tendances et autres, à un certain moment peut être considéré comme étant plus ou moins pas vrai en tant que tel. C'est pour cela même il y a un certain penseur qui avait écrit même un livre extrêmement important qu'il a intitulé How to Lie with Statistics, c'est-à-dire comment expliquer comment mentir avec les statistiques en considérant que peut-être aux États-Unis une étude a été effectuée à un certain moment par rapport réellement sur la tendance à l'achat de télévision et que lui, il considère que, bon, même s'il n'a pas compris, qu'il considère que peut-être si cette tendance que disait la statistique était vraie véritablement, si on continuait dans le temps, on allait se trouver peut-être dans les jours et dans les années à venir, dans chaque foyer, on n'allait plus avoir plus de 1000 ou 10 000 télé en tant que tel. Il dit que non, ça c'est juste des choses que les statisticiens disent qui sont totalement fausses. Mais il n'avait pas compris en tant que tel que là, si parler de tendance ou autre peut signifier autre chose. Donc ça c'est extrêmement important, cette méthode. À vous écouter, vous touchez plus ou moins au sondage. Quelle est la place un peu des sondages dans les études statistiques? Oui, en fait, le plus souvent, vous savez, bon, en fait, nous, comme je le disais, nous en Afrique, on n'a pas peut-être cette culture de la statistique ou bien cette culture des études, mais le plus souvent, la statistique, comme je l'ai dit tantôt, ça nous permettait, c'est un outil d'aide de prise de décision. Donc, vous, M. Mbaké, ce que vous pensez et ce qui est, il peut y avoir une grande différence. Ce que vous pensez ou bien ce que vous mettez comme hypothèse en tant que tel, car nous considérons l'hypothèse comme étant une vérité qui reste à vérifier. Donc, c'est pour cela, dans même une partie même de la statistique, il y a ce qu'on appelle la partie explicative. Ce que vous décrivez et ce qui est en tant que tel. J'ai donné le plus souvent un exemple en taquinant mes parents sérères en leur disant que quand on dit à quelqu'un que le sérère aime le pain, ça on le voit. C'est une réalité en tant que tel. Mais qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela? Cette partie-là étant extrêmement importante, la partie explicative. Et le plus souvent, quand vous émettez un certain nombre d'hypothèses, on est appelé à dire que ces hypothèses-là, il faut qu'on ait de manière opérationnelle sur le terrain, recueillir l'avis d'un certain nombre d'éléments. Et ces éléments, ou d'unités même. Et de telle sorte, quand vous le faites, vous êtes en train de faire plus ou moins ce qu'on appelle même un échantillon, ou bien vous êtes en train de faire un petit sondage où la population qui était large, qui était plus ou moins inaccessible, vous pensez que si, peut-être, toutes choses étant ailleurs, que peut-être ces éléments de cette population ont des comportements qui sont considérés plus ou moins comme homogènes, on pouvait se fier tout simplement à l'opinion de cette petit ensemble, de ce sous-ensemble-là, et après prendre ces résultats-là pour pouvoir tout simplement totalement les généraliser. Et d'habitude, c'est ce qui se fait dans tous les domaines de la médecine et autres. Quand les sérums que nous recevons là, ils ne l'ont pas testé sur tous les malades en tant que tel. On a pris juste un échantillon, tout simplement, une partie de la population qu'on a testé et que le test a été probant. Et on considère que si c'est probant et que les gens ont quasiment les mêmes caractéristiques, et je le dis le plus souvent en regardant même, par exemple, si on est toujours dans le domaine de la médecine qui utilise beaucoup même la statistique, la notion d'effet indésirable. Dans les notices là, lorsque nous prenons des médicaments,
Cela signifie quoi? Ça, c'est les statistiques qui montrent véritablement, bien sûr que je suis dans un intervalle de confiance en tant que tel, que ce n'est pas à 100% vrai. Que ça va marcher, effectivement. Bien sûr, il y a une marge d'erreur que nous permettons de dire que ce soit erreur de première espèce ou de deuxième espèce, mais quel que soit alpha, c'est une marge d'erreur que nous acceptons de commettre, parce que c'est une œuvre humaine, bien sûr, et qu'une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et ce qui montre que réellement, par rapport à cela, nous commettons un certain nombre d'erreurs par rapport à ça. Par rapport à cette étude-là qu'on a eu à effectuer sur une partie de la population que nous considérons comme étant un échantillon, et qu'à part de cet échantillon-là, on pourra peut-être prendre un certain nombre de résultats et généraliser ça sur l'ensemble de la population, comme disait tantôt mon cher Pambou. Important. Là, vous développez beaucoup de points voilà, sur les statistiques. Il a parlé d'unité statistique. Vous parlez souvent de données qualitatives, quantitatives. Oui, est-ce que vous pouvez un peu expliquer davantage? Alors, donc, lorsque vous faites une étude statistique, vous vous trouvez devant une population sur laquelle vous allez observer un certain nombre de critères. C'est ça. Donc, ces critères que nous dirons informations que vous voulez avoir. Okay. Ça peut être l'âge, ça peut être le genre, ça peut être la religion, ça peut être, je ne sais pas, le niveau d'études, le nombre d'enfants si je suis devant les chefs de ménage, ça peut être la région habitée ou autre chose. Donc, ces différents critères que nous étudions vont nous produire des données qui vont être soit des mots, pour être plus simple, c'est-à-dire que ça peut être, par exemple, quand nous demandons à quelqu'un quelle est votre religion, il va dire je suis musulman, je suis catholique, ou bien chrétien, hindou, etc. Vous voyez, les réponses auxquelles nous attendons ne sont pas mesurables. Là, nous allons dire que nous avons une variable qualitative. Vous demandez à quelqu'un, vous habitez où, quelle est votre région d'origine, il va dire je viens de Thiès, je suis de Thiès, je suis de Kolda, je suis de Ziguinchor, de Dakar. Ça, c'est pas mesurable. Vous voyez, on ne peut pas mesurer la région. Voilà, là, il ne s'agit pas de la superficie. Donc là, on parle de la provenance. Mais quand vous demandez à quelqu'un quel est son âge, quel est son salaire, quel est son poids, là, vous vous attendez à quelque chose de mesurable. Donc, c'est chiffré, quoi. Donc là, vous êtes devant une variable quantitative. Voilà. Donc, lorsque le statisticien fait une étude, il fait attention à tout cela. Parce qu'en fonction des catégories des variables que vous allez avoir à traiter, vous allez avoir aussi des méthodes qui sont adaptées pour ces types de variables. Raison pour laquelle il est important de pouvoir les distinguer. Important. Cher téléspectateurs de Mourchid TV, vous êtes en train de suivre notre émission EcoD sur le thème relatif à l'étude des statistiques et leur importance dans le développement socio-économique. Et pour ce numéro, nous avons comme invité M. Ibrahim Ndiaye et également M. Pambou, tous en tout cas des statisticiens, économètres, n'est-ce pas, spécialistes aussi des questions financières, pour vraiment parler en tout cas d'une discipline aussi importante, n'est-ce pas, que la statistique. Alors, M. Ibrahim Ndiaye, maintenant, quand on parle de la statistique, on l'applique quelque part sur un peu la vie économique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler d'économie sans parler de statistiques. Aujourd'hui, ces données statistiques-là nous aident beaucoup, n'est-ce pas, dans plus ou moins tout ce qui est agrégat, micro, macroéconomique, etc. Alors, est-ce que vous pouvez vraiment nous parler un peu de l'importance des statistiques, plus ou moins dans la vie économique, pour ne pas dire même dans la vie socio-économique? Merci encore, M. Mbaké, de cette question extrêmement importante. Donc, je le disais tantôt, lorsque je pense qu'on fêtait l'année des statistiques, la journée mondiale de la statistique, où l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en parlait en disant que la statistique intervenait dans les différents domaines, nous donnait des informations aussi bien au niveau de l'enseignement, au niveau tout simplement du niveau de pauvreté, ainsi de suite. Donc, et ces informations qui nous donnaient là, que la statistique nous donnait, nous permettaient, par exemple, que nos actions devenaient davantage plus efficaces. Parce que lorsque la chose sur laquelle vous intervenez, vous connaissez la portée de la chose, votre intervention devient plus efficace en tant que telle. C'est pour cela, le plus souvent, lorsque les gens me demandent de parler un peu, ou bien lorsqu'on échange sur la statistique et sur la notion d'économie, le plus souvent, je renvoie aux gens sur cette notion de politique économique. La notion de politique économique, et je définissais la politique économique comme étant tout simplement
l'ensemble des moyens mis en œuvre tout simplement par l'État pour tout simplement faire quoi? Pour tout simplement améliorer la situation plus ou moins économique du pays. Okay. Mais maintenant, de cette situation économique du pays-là, l'État se fixe le plus souvent un certain nombre d'objectifs. Parfaitement. Et ces objectifs-là, le plus souvent, sont réellement, ont été réellement peut-être circonscrits par peut-être un Britannique que j'aime le plus souvent citer, du nom de Nicolas Kaldor, qui a écrit tout simplement, qui a parlé de ce qu'on appelle un carré magique. Okay. Il dit que l'ensemble des activités ou bien l'ensemble des actions menées quasiment par les gouvernements, quasiment c'est pour atteindre quasiment 4 objectifs. Okay. Et vous allez voir l'importance de la statistique dans ces 4 objectifs-là. Le premier objectif, c'est tout simplement par rapport à la croissance économique. La croissance économique. Quand on parle de croissance économique, on va faire allusion au PIB. Parfait. Et vous allez voir véritablement les agrégats vont venir. Parfait. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est le plein emploi. Quand on parle de plein emploi, la notion de chômage va venir en tant que tel. Et le troisième élément, objectif, c'est la stabilité des prix. Okay. Quand on parle de stabilité des prix, la notion d'inflation, tout ça, ces aspects-là vont venir. Et encore, vous allez voir des indicateurs ou bien des agrégats vont intervenir. Okay. Le quatrième point, le quatrième élément d'objectif que se fixe toujours pour mettre les individus dans une situation de bien-être, c'est ce qu'on appelle l'équilibre extérieur. Okay. Okay. Ce qu'on appelle les échanges, ainsi de suite. Mais si vous prenez ces 4 objectifs-là, tous ces 4 objectifs-là, on ne pourra aucunement, si vous prenez la croissance, ça signifie que vous êtes dans le domaine tout simplement, c'est le PIB, la richesse qui est créée à l'intérieur, tout ce qui est production, ainsi de suite, avec les différentes manières de calculer le produit intérieur, que ce soit l'optique, prix du marché, tous ces optiques-là pour calculer la richesse créée à l'intérieur d'un pays. Mais ça, c'est des agrégats que vous calculez, mais les agrégats là, c'est des données. C'est quasiment des données que vous utilisez. Et ces données-là, comme je l'avais dit tantôt, une autre définition de la statistique, c'est la science qui traite les données en tant que telle. Okay. Donc ça signifie quoi? Vous avez besoin d'éléments chiffrés pour apprécier l'évolution de cette richesse créée-là. Okay. Le PIB, le produit intérieur brut, si vous devez l'apprécier, vous ne l'appréciez autre que sur des éléments chiffrés en tant que tel. Or, ces éléments chiffrés-là seront certainement traités tout simplement par selon données ou bien selon traités par cette science-là qu'on appelle la statistique. Okay. Le deuxième élément, si vous parlez de l'emploi, le niveau d'emploi en tant que tel, le chômage, ainsi de suite, ça c'est des données chiffrées. Effectivement. Vous avez besoin de données chiffrées pour pouvoir apprécier comment l'action du gouvernement est efficace ou pas dans le domaine, dans l'objectif de peut-être de permettre de lutter contre le chômage. Et parlant même de l'emploi, les gens ne sont jamais d'accord aussi, même sur les données. Hein. Mais bien sûr. Souvent même, est-ce qu'il n'y a même pas souvent une certaine manipulation même dans les données déjà qui sont partagées avec les populations? C'est pour cela. En termes déjà de taux, en fait, d'emplois créés. De taux de chômage, etc. C'est pour cela. Parce que souvent, voilà, ça, c'est des choses qui intéressent les populations. Mais bien sûr, c'est pour cela. Et souvent, les États ne sont pas très à l'aise un peu sur les statistiques liées à l'emploi des jeunes, etc. C'est pour cela que je disais tantôt, je citais ce fameux Darrell, je pense, il s'appelle comme ça, qui a écrit un livre pour montrer comment mentir avec les statistiques. C'est comme ça, How to Lie with Statistics. Pour montrer que ces données-là peuvent être utilisées bien sûr à bon escient, mais ces données aussi, on peut les utiliser pour faire dormir les gens en tant que tel. C'est pour cela même les gens considèrent que les limites, comment on peut se baser sur une science qui se base que sur dont le fondement n'est qu'une base numérique. C'est des limites. Pour certains, que ça c'est une limite tout simplement par rapport à là. Mais quoi qu'on puisse dire, la statistique demeure et reste extrêmement utile. Parfaitement. Pour nos grands décideurs. Ça, c'est un premier. Le troisième, quand je parle de la stabilité des prix, ça aussi, c'est des données, c'est des informations. On ne peut pas. Il faut que les gens comprennent que quand on parle d'informations, les données, c'est des informations. Okay. Parce que des fois, quand tu parles d'informations, les gens peuvent comprendre autre chose. Mais les données, c'est des informations. Quand on dit que le prix du niébé coûte 1800, ça, c'est un élément chiffré. Mais ça contient une information. Et qu'on doit encore décortiquer. Mais ces informations-là sont données par la statistique et qui va permettre tout simplement à l'État. Si l'État fait des actions, mais doit mesurer ces actions-là, il est obligé
d'utiliser la statistique pour voir réellement l'impact réel de ces actions, pour pouvoir tout simplement l'impact réel de ces actions sur la population. Or ça, on a besoin de données réelles pour atteindre encore ces 4 objectifs définis dans le carré magique de Kaldor. Et ce qui est dommage, c'est que malheureusement, nous, dans nos pays-là, ces données ne sont pas, malheureusement pas utilisées de la même manière. J'ai taquiné de plus souvent les étudiants, on le dit, dans les grandes économies, mais pour acheter même, les gens regardent d'abord la tendance. Les gens tapent, je dois acheter du lait, je regarde ce que les gens ont dit par rapport. Effectivement, à tel ou tel produit. Bien sûr. Parfaitement. En termes de qualité, en termes de beaucoup de choses. Parfaitement. Ça, c'est de la statistique en tant que telle. Et pour vous montrer encore une fois qu'on ne pourra jamais parler d'économie parce que l'économie se base sur des éléments chiffres. Or, ces éléments chiffres, la science qui les traite n'est rien que la statistique. Intéressant déjà. Donc là, vous montrez carrément que quelque part, la statistique s'applique. En tout cas, dans tous les domaines de la vie, de la vie économique et sociale, n'est-ce pas, monsieur Pambou? Qu'est-ce que vous pouvez en fait ajouter sur ça? Alors, je voulais revenir sur ce qu'il a dit par rapport aux objectifs de la statistique dans la vie socio-économique. Et vous venez d'ajouter, la statistique s'applique dans tous les domaines. C'est ça. L'exemple qui me vient rapidement en tête, il y a 2 ou 3 ans de cela, je faisais des navettes entre Dakar et Mbour. Et je voyais quand la route était en train d'être refaite. Voilà. Et souvent, vous voyez quand on passait, il y avait parfois des fils qu'on met tout au long du chemin et vous voyez des voitures passer. Et après, une fois, j'ai demandé à un de mes parents, un qui était avec moi dans la voiture, je lui ai demandé, est-ce que vous comprenez pourquoi on a mis cette corde-là qui traverse la route et les véhicules sont obligés de traverser. Bon, il ne pouvait pas me répondre. Mais en fait, c'est une étude qui est faite par les ingénieurs, je dirais, en génie civil, ou ceux qui construisent les routes. Il faut des études pour connaître quoi? Pour connaître d'abord la fréquence, en termes de flux, pour connaître le niveau de trafic, connaître le type de véhicule qui passe, en vue de savoir pour pouvoir pour dimensionner la route. Ça c'est important. Donc on ne va pas construire une route comme ça sans information. Donc il faut des données, données topologiques, il faut aussi des données en termes de trafic, en termes de type de véhicule, de chargement, etc. Voyez, donc la statistique s'applique dans tous les domaines de la vie. Mais il y a un penseur qui disait aussi, pour revenir à ce qu'il disait tout à l'heure par rapport aux objectifs, que quand on a l'information, on a les données. Les données, c'est aussi de l'information. D'ailleurs, c'est pourquoi un penseur disait que la statistique, c'est la science d'homme d'État. On ne peut pas gouverner, on ne peut pas diriger. La science d'homme d'État, bien sûr. On ne peut pas gouverner un pays ou bien même une structure, même à la maison. On a besoin d'informations. Vous, par exemple, quand vous rentrez chez vous, vous demandez, par exemple, s'il y a des gens qui sont venus vous absenter chez vous, combien de visiteurs peut-être vous avez reçus? C'est déjà les statistiques. Ça, c'est peut-être à une basse échelle. Mais imaginez au niveau de l'entreprise, vous avez besoin de savoir combien, par exemple, pour une entreprise commerciale, vous devez connaître le nombre peut-être de visiteurs, le nombre de demandes, de commandes reçues, des gens qui ont confirmé leurs commandes, etc. Au niveau de l'État aussi, c'est la même chose. Et il disait tout à l'heure, comment mentir avec les statistiques? J'ai pensé souvent à quelque chose que nous entendons souvent dans les médias, mais que nous ne faisons pas attention. Lors des manifestations, vous allez entendre, par exemple, les organisateurs vont vous dire, nous, on a eu tant de participants. Mais au niveau de l'autre côté, ils vont vous dire, il y a toujours cette guerre de chiffres. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir. N'est-ce pas? Donc, on a besoin de l'information à vouloir extrapoler pour pouvoir donner une certaine ampleur en fait, à l'activité. Donc, la statistique, on ne peut pas, je dirais peut-être pour être un peu trop optimiste, sinon prétentieux, je dirais qu'on ne peut pas vivre sans les statistiques. C'est pas possible. Je dis souvent à mes étudiants, faites un exercice vous-même, par exemple, avec le téléphone. Quand je vais quitter mon émission, je vais peut-être remettre mon téléphone en marche, je vais chercher à connaître combien d'appels j'ai reçus en absence. C'est déjà les statistiques. Ouais, même dans les applications, ils tiennent compte de cela. On va m'informer que vous avez reçu tant d'appels, tant de messages, etc. Donc, les statistiques, tant au niveau de l'État qu'au niveau des entreprises ou même de nos ménages, nous en avons toujours besoin. Maintenant, le problème, c'est l'utilisation que nous en faisons. Ou la manière peut-être que nous servons de ces statistiques-là, qui diffèrent, qui font parfois que nous oublions que nous sommes vraiment devant la science statistique.
Parfaitement. Et là, vous voyez déjà, comme vous l'avez bien évoqué, hein, dans tous les domaines, les gens utilisent la statistique. Maintenant, même pour parler de l'actualité, aujourd'hui, on parle de parrainage. C'est ça. Il y a beaucoup de statistiques. Voilà. On vous dit que, par exemple, vous devez atteindre tel pourcentage, déjà des électeurs, etc. Pendant les élections aussi, les gens vont beaucoup utiliser les statistiques. En termes déjà de nombre de votants, n'est-ce pas, les suffrages valablement obtenus. Donc tout ça, c'est... Et aujourd'hui même, chaque candidat, plus ou moins, avant même d'aller au niveau des élections, essaie de voir en termes déjà de pourcentage combien exactement il vaut et également qu'est-ce qu'il faut faire pour plus ou moins renverser la tendance. Donc pour dire qu'effectivement, pour plus ou moins conforter dans cet argumentaire-là que vous avez développé, c'est que c'est une discipline plus ou moins qui s'applique vraiment dans tous les secteurs. Et c'est d'autant plus important, cette statistique-là. Regardez, les pays, si on fait même en termes de comparaison, les pays qui sont les plus développés, ce qu'on appelle les grandes économies, vous les regardez. Il y a des services de statistiques. Non, mais c'est des services de statistiques très efficaces. Je donne juste un exemple. Bon, pays, plus ou moins la France. Bon, les États-Unis. Les États-Unis, autres là. Prenez la France au niveau des élections. Regardez le plus souvent. Quand on vous dit, on donne des informations par rapport aux résultats, c'est quasiment à 90% vrai. Hein? Si on fait les sondages là, et on donne les résultats. Parfaitement. Parce que quoi? Et souvent même les gens commencent à féliciter l'autre. Hein, parce qu'ils sont à un niveau d'information en termes d'intention de vote, ainsi de suite. Parfaitement. Jusqu'à ce quasiment, avant le soir, les gens n'ont même pas besoin, plus ou moins, pas de polémiquer. Oui. Ils savent déjà les résultats. Et déjà à 90%, 95%, bien sûr, c'est presque la bonne tendance. C'est presque la bonne tendance. Parce que là-bas, les gens ont cette culture, tout simplement, des statistiques. Ont cette culture, véritablement. Lorsque les gens font des choix, ils le font de manière objective en tant que tel. Quand on fait un choix par rapport à un candidat, c'est quasiment... Si l'intention de vote est approuvée, quasiment, vous allez voir, ça ne va pas quasiment pas varier. Ainsi de suite. Mais l'autre élément par rapport à ces statistiques-là... ça montre qu'ils ont quand même des outils il y a des outils bien affinés aussi. Ils ont des outils non seulement bien affinés, mais que l'information est disponible à temps réel. Nous, on a ces problèmes. Parfaitement. Nous collectons au niveau de nos pays-là, nous collectons beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations, mais que peut-être on n'a pas assez, je ne sais pas, d'organismes ou d'agences qui nous permettent de donner ces informations-là. Le plus souvent, je taquine certains gens en disant, vous, un Européen, un Américain ne se réveille jamais sans voir la tendance, plus ou moins ce qu'on appelle des denrées de première nécessité ou autres là. On regarde toujours la tendance. Mais des fois, nous, dans nos radios, certaines radios, que ce soit ici, les FM le font, ils vous disent les indices de prix, mais vous les demandez aux étudiants, est-ce que vous écoutez? Nous, monsieur, là, tout ça, là, on n'écoute pas. Parce que quoi? On n'a pas cette culture. C'est à la fois aussi un problème culturel. Bien sûr, on n'a pas cette culture. Et que, comme les gens aussi ont tendance, tout simplement, on va y revenir avec le récent, on a tendance à utiliser ces statistiques-là pour les faire dormir, pour nous faire dormir en tant que tel. Le plus souvent, les gens vont de plus en plus se méfier même de l'utilité même de cet outil extrêmement important. Et je vous dis, si aujourd'hui les États-Unis dominent plus ou moins le monde, c'est parce que si vous avez la possibilité d'avoir l'information, même en termes de concurrence, la notion d'asymétrie ou bien la notion de symétrie de l'information étant extrêmement importante, parce que moi, quand j'ai l'information en premier coup, que vous, j'ai la capacité d'agir, de mettre des stratégies. De mettre des stratégies et d'agir en premier lieu que vous. Et toujours, je risque de vous dominer en tant que tel. C'est véritablement... Or ça, c'est l'utilisation de ces données rationnelles que les gens là, vous avez parlé même d'outils d'aide à la prise de décision. Bien sûr. Et même les questions même liées à l'espionnage souvent. Mais bien sûr. Souvent, même pour avoir suffisamment d'informations pour anticiper. Non, c'est devenu une arme. Et l'exemple que j'en donne, c'est l'exemple des réseaux sociaux. Le Mark Zuckerberg là, de Facebook là. Mais c'est pas juste, il a une quantité d'informations extraordinaires. Facebook, c'est plus de 4 milliards d'abonnés en tant que de 7 milliards même. Une base de données énorme.
une base de données énorme. Parfaitement. Et cette base de données, regardez, les données statistiques de nos jours sont devenues ce qu'on appelle comme un actif. Un actif où les gens se permettent, bien sûr, pour les entreprises d'acheter et de vendre en tant que tel. Ok. Parce qu'il est devenu ce qu'on appelle peut-être le plus jeune milliardaire, mais c'est parce que réellement la quantité d'informations qu'il a. Parce qu'à travers les informations que vous fournissez, on peut même jusqu'à connaître vos habitudes. Vos habitudes, oui. Bien sûr. Bien sûr. Souvent, c'est comme si, en fait, quand vous avez l'habitude d'utiliser certains réseaux sociaux, c'est comme s'il y a des algorithmes quelque part qui accompagnent vos trucs. Selon les types de recherche que vous faites régulièrement, vous avez des informations similaires. Mais bien sûr, exactement. Tout ça, il y a des statistiques derrière. Parce qu'on étudie vos comportements. Quand vous allez dans un site internet, lorsque vous tapez au niveau de l'URL et que vous faites, par exemple, des mots de recherche, vous revenez une ou deux fois, on sait déjà que M. Ndiaye et M. Mbaké ont l'habitude de venir et ils vont tout faire maintenant pour pouvoir enregistrer en fait vos préférences. Après, maintenant, vous et mettre ça à votre disposition. Voilà, et ça, c'est des méthodes de statistiques qui sont derrière. Ce sont des méthodes de classification qui permettent de pouvoir identifier, de faire des regroupements en fait, des clients. Et l'autre exemple que je donne le plus souvent, je taquine les gens, je les dis non, c'est pas pour rien que j'ai donné ces exemples-là. Vous qui êtes au niveau des télés, vous comprenez. Il y a ces émissions qui ont un audimateur extraordinaire. Si vous voulez faire une publicité à ces heures d'émission-là, et que, ou bien une émission qui a moins d'audimateur, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui a montré cela? Parce que réellement, les statistiques ont montré véritablement que même la réalisation d'un chiffre d'affaires est intrinsèquement liée peut-être à ces dépenses de communication et autres, à ces dépenses de publicité et autres en tant que tel. Quand vous regardez, par exemple, un match de Barça Real, ce que les gens mettent en termes d'argent pour pouvoir avoir tout simplement réellement la possibilité, c'est des milliards et des centaines de milliards. Parce que quoi, les statistiques sont allées jusqu'à montrer, que véritablement vous avez peut-être une audience de prix en un seul coup, ton produit peut être regardé par 200 millions. Parfaitement. En même temps. En même temps. Sur cette période-là. Ou bien même que certains, par rapport, pourquoi dans le cadre du sponsoring même, on se permet de payer pour l'image du joueur des milliards et des milliards pour que le joueur ne serait-ce que prendre un Pepsi, par exemple, pour Messi, pour boire ça. Mais les statistiques ont montré qu'il y a réellement une corrélation positive entre véritablement ces dépenses de publicité-là et le chiffre d'affaires que vous réalisez en tant que tel. Si vous parvenez à faire vendre vos produits sur cet instant précis. Ça, c'est des éléments statistiques. Et là, ça permet à ces entrepreneurs, ce qu'on disait, ou bien à ces décideurs-là, de prendre des décisions par rapport à cela. Et que vous montrez ce que signifie quoi? L'information, donc, est monnayée de nos jours. L'information constitue comme ça un actif réel qui peut être bénéfique pour l'entrepreneur. Autant d'éléments que nous pouvons développer dans le domaine des statistiques, mais nous allons peut-être terminer par le dernier point, parce que le temps commence à nous rattraper. Et aujourd'hui, même parlant des statistiques, c'est vraiment un thème plus ou moins, enfin très actuel. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes en train en tout cas de recevoir le rapport provisoire, on pourrait dire, préliminaire si vous voulez, sur les recensements, n'est-ce pas, de la démographie, n'est-ce pas, de la population aussi sénégalaise. Et on a constaté aussi pas mal de chiffres, n'est-ce pas, qui méritent en tout cas à être bien interprétés. Déjà sur l'augmentation de la population, on a vu qu'il y a un grand bond entre 2013 et 2023. Je pense que nous sommes aujourd'hui à 18 millions, n'est-ce pas, de Sénégalais. Un fort pourcentage de jeunes. Quand même, c'est un élément plus ou moins qui attire l'attention. Déjà, les jeunes de moins de 19 ans, 50%. C'est 50%. Plus de la moitié donc des Sénégalais ont moins de 19 ans. Déjà, ce qui mérite quand même une analyse. Et aujourd'hui même, une réflexion même sur le plan économique, sur le plan social. Parce qu'aujourd'hui, ici, on a 18 millions et plus de 9 millions déjà, c'est au moins de 19 ans. Ça montre qu'il y a encore, plus ou moins pour nos gouvernants, beaucoup de travail, beaucoup de défis à relever. Monsieur Ibrahima Ndiaye, pour un peu parler de ce recensement-là,
qu'est-ce que vous pouvez plus ou moins apporter comme première réflexion, première analyse? C'est ça. Merci, M. Mbacké, encore. En fait, le recensement, c'est une culture. Hein. Quasiment, on fait chaque 10 ans, on est appelé peut-être à recenser. Et que de ces objectifs-là, c'est pour être, bien sûr, pouvoir avoir une situation globale de la population et des ménages et autres. Ça, c'est extrêmement important. Je rappelle, en 1976, on l'a fait. Oui. On était peut-être à 4 millions et quelques. En 88, on a eu à le faire. On était à 6 millions et quelques. On a eu à le faire en 2002, où on était à 9 millions et quelques. On a eu à le faire peut-être en 2013, où on était à 13 millions et quelques. Et on l'a fait aussi cette année-ci. On est maintenant à 18 millions 022 et quelques. Okay. Donc ça signifie que c'est une tradition que chaque pays doit faire pour regarder l'évolution tout simplement de sa population. Ça, c'est extrêmement important. Mais ce n'est pas tout simplement l'évolution de la population et autres, mais d'autres indicateurs. Ce que les gens oublient en tant que tel. Ce que les gens oublient, c'est que lorsqu'on fait un recensement, on ne compte pas tout simplement les personnes. Mais au-delà, on compte, il y a d'autres éléments que la question de la religion, tous ces aspects-là, il y a beaucoup de variables, c'est des centaines de variables que les gens ont eu, peut-être la question de l'agriculture, tous ces aspects-là, les gens ont eu à l'étudier. Mais bon, en fait, mais comme nous, peut-être, on n'a pas assez cette culture des données et des statistiques, les gens, ils ne pensent qu'au nombre. Oui. Mais le recensement, l'objectif... Plus d'hommes que de femmes. Bien sûr, plus d'hommes que de femmes et autres là. Et ça fait couler beaucoup d'encre. Mais maintenant, moi, je le dis encore une fois, et j'appelle tout simplement à la responsabilité tout simplement des États qu'on donne assez plus davantage de sérieux à la statistique. À la statistique. Et ça a fait couler beaucoup d'encre. Les gens ont polémiqué sur les résultats. Moi-même, les résultats de 2013, les gens avaient un peu polémiqué, mais les résultats de 2023, c'est davantage plus extraordinaire. Où les gens disent non mais comment ça, comment ainsi de suite. Les gens se sont posé beaucoup de questions. Et pourquoi les gens se sont posé beaucoup de questions? Parce que d'abord, soit la population n'a pas la culture d'être recensée, parce que beaucoup certains vont dire, moi je n'ai pas vu les recenseurs. Je rappelle encore une fois, quand on fait un recensement, même si c'est une étude exhaustive, ça ne signifie pas que 100% de la population. Non, ici je pense le taux de couverture, si je regarde le rapport préliminaire, ils sont à 96%. 96, moins de 97%. Ce qui signifie, peut-être, celui qui n'a pas été recensé, il fait partie des 3%. Il faut que les gens aussi comprennent. Et 3% de 18 millions. Bien sûr, donc il faut que peut-être il y a peut-être 300 qui nous ont échappé. Véritablement, ça c'est un aspect aussi à comprendre. Mais quand même, il faudra que les gens reviennent sur la manière même de collecter ces informations. Parce que lorsque vous collectez des informations, l'agent même chargé de collecter l'information, cet agent-là doit être à un niveau de responsabilité extrêmement important pour comprendre que lui-là, les informations-là qu'il va recueillir peuvent jouer un rôle fondamental dans le devenir, son devenir, mais même dans le devenir même de son pays. Ça, c'est un élément. Mais si l'agent considère que moi, de toute façon, j'ai monnayé mon temps, parce que pourquoi je le dis? Parce que moi, certains de mes étudiants ont eu à participer, mais les jeunes, vous leur dites que nous, de toute façon, comme on n'a rien à faire, le taux de chômage étant extrêmement important, on est vers 40% ou 42% là. Qu'est-ce qu'on fait? L'essentiel, donc c'est un mois, on paye 150 000, on va y aller, on va collecter et revenir. Ça signifie que cet individu-là, il peut collecter et envoyer des données qui sont totalement aberrantes. Le niveau de sérieux déjà. Le niveau de sérieux. Qu'on doit mettre l'honnêteté, ainsi de suite. Donc le niveau de responsabilité. Ça, c'est un élément extrêmement important. Mais l'autre élément, l'aspect motivation aussi. Parfaitement. On ne peut pas envoyer des jeunes sur le terrain comme ça, sans aucune ressource, et leur dire non, l'État paye après service fait. Donc vous devez être sur le terrain pendant un mois. Un jeune qui n'a même pas de revenus, vous l'envoyez sur le terrain pendant un mois, sous le sous-soleil, ainsi de suite. Mais il risque de ne pas être objectif. Sans aucun moyen. Il risque. Et qu'il a fallu regarder cette image-là. Moi, ça m'a fait très mal, parce que les résultats, il a fallu que, après service fait, que ces jeunes-là se permettent même d'aller à la télé. Moi, j'ai vu des jeunes filles pleurer pour dire que moi, j'attendais cet argent-là pour tout simplement quoi? Pour pouvoir payer de quoi m'acheter pour la tabaski. Mais ça, c'est terrible en tant que tel. Donc, ça signifie quoi? Qu'on soit davantage. Parce que je rappelle... Et ça remet plus ou moins en question la question de l'objectivité, et l'autre données, etc. Mais bien sûr, et l'autre élément, il ne faut pas que les gens oublient. L'étude-là nous a coûté 25 milliards. 25 milliards du contribuable.
Ouais. Ça, c'est un premier élément. Mais aussi, ces informations qu'on a recueillies et qui posent problème montrent encore une fois, c'est-à-dire la relation c'est-à-dire le regard qu'a la population vis-à-vis de nos dirigeants. Oui. Mais les gens n'ont même plus confiance à ces dirigeants-là. Parce qu'ils vous disent non. Moi, je ne vais même pas donner l'information parce que les informations que je donne mais ne vont absolument servir à rien. Or, les actions de l'État devaient aller dans le sens d'amener les gens dans le bien-être. Oui. Mais pour être que les gens... Mais ils vont se dire, certains vont te dire, certains parents vont dire, mais moi j'ai donné plusieurs fois des informations, ça n'a rien changé à ma vie. Oui. Donc il y a certains même... qui peuvent ne pas même donner des bonnes informations. Mais ils ont ça, c'est certains même. Parfaitement. Ou bien même ne pas recevoir. Ne pas recevoir. C'est vrai que le temps nous presse un peu. Oui, M. Pambou, surtout rapidement sur le recensement. Sur le recensement. Voilà, donc en fait, moi j'ai fait une première lecture de façon sommaire du recensement qui a été fait. Alors, c'est bien de faire des recensements parce que ça nous permet de disposer des données à partir desquelles on peut faire vraiment plusieurs analyses. Alors, moi, de ce recensement, j'ai quelques leçons que je voulais, ou quelques questionnements en fait que je me pose. D'abord, concernant le taux de la jeunesse, les jeunes qui ont moins de 19 ans, on nous dit que c'est plus de la moitié. C'est plus de la moitié de la population. Ça interpelle nos gouvernements. Parce que je disais tout à l'heure que la statistique, c'est la science de l'État. Donc l'État a tous les moyens aujourd'hui de pouvoir définir des politiques et des stratégies. Et anticiper aussi. Voilà, anticiper. Parce que quand nous voyons les jeunes qui quittent le Sénégal, on nous dit qu'ils vont en Italie pour aller chercher de là-bas, alors que au Sénégal, avec tout ce que nous disposons, je vais dire le Sénégal, mais l'Afrique de façon générale, nous avons les moyens pour pouvoir contenir ces jeunes-là. C'est ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de réflexions que nous devrons mener, que l'État doit essayer de mener pour pouvoir anticiper en fait. Parce que on dit souvent que la jeunesse c'est l'avenir du pays. Aujourd'hui ils sont 50%, peut-être dans 10 ans, on ne sait pas combien ces jeunes, qu'est-ce que ces jeunes-là vont devenir après, parce que c'est eux qui vont devenir les adultes. Et si aujourd'hui ces jeunes-là sont toujours dans le chômage, ça va poser problème. Donc il y a tout, je pense, un énorme des politiques qu'il faudrait définir en matière de résorption, voilà, pour l'insertion des jeunes, et surtout pour résorber la pauvreté. L'autre enseignement que j'ai noté, c'est Mbacké. Mbacké, le département de Mbacké, aujourd'hui, on nous dit que c'est le département le plus peuplé, alors qu'avant, c'était Dakar. C'est ça. Maintenant, la question que je me pose, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait ces changements-là aujourd'hui, que Mbacké puisse maintenant avoir une population aussi élevée? Est-ce que c'est parce que les gens sont peut-être trop fatigués de vivre à Dakar, ou bien il y a d'autres mécanismes qui font qu'aujourd'hui, ça soit d'autres lectures à faire. Et enfin, c'est au niveau de les personnes de moins de disons, les troisième âge. Là, je vois qu'il y a 4%, moins de 4%. Moins de 4%, 3 et quelques pourcents. Moins de 4% qui ont plus de 60. L'espérance de vie. Voilà, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau, il vient de marcher sur la langue, il y a un problème d'espérance de vie. C'est ça. Pourquoi on a maintenant moins de vieux au Sénégal? C'est ça, et puis 65%, donc il y a tout un problème. Alors qu'aujourd'hui, quand nous regardons sur le plan sanitaire, aujourd'hui, on nous parle des hôpitaux qu'on a conçus presque dans tous les départements, mais ça pose un problème peut-être qu'il faudrait de santé publique déjà. Autant de réflexions qu'on devrait faire. En tout cas, peut-être nous aurons l'occasion dans d'autres émissions, peut-être de développer davantage. Mais à vous entendre déjà, vos premières lectures, en tout cas sur le recensement, en tout cas font ressortir quand même en tout cas une réflexion, surtout pour l'État, vraiment de voir comment anticiper un peu sur ces questions-là, sur l'emploi des jeunes, sur la santé des adultes. Je pense que ça aussi c'est des questions très sérieuses et nos États aussi quand même en tout cas devraient anticiper. C'est ça. Pour pouvoir quand même en tout cas trouver des solutions très rapidement pour faire face à ces questions-là, réfléchir sur la formation des jeunes, n'est-ce pas, revoir un peu l'environnement, en tout cas des affaires, pour permettre un peu à tous ces jeunes-là de pouvoir s'insérer. On aurait aimé en tout cas développer davantage, mais déjà les premières réflexions que vous avez partagées sont déjà très intéressantes. Donc nous venons juste à la fin de cette émission. C'est vrai que c'est passé très vite parce que c'est vraiment des questions très intéressantes. Je voudrais vraiment vous donner à chacun de vous 30 secondes pour le dernier mot avant que nous cette émission. Remercier encore de cette opportunité qui nous est offerte et encore réitérer tout simplement
toute notre disponibilité. Hein. Parce que je le dis le plus souvent, le savoir n'a d'utilité que s'il est partagé. Donc, et l'autre élément aussi, c'est un réel plaisir encore de revoir mon ami Pambou, de partager avec lui vraiment ce plateau. Il est un homme très engagé et qui est au service tout simplement de son pays. Je pense que ça c'est extrêmement important. Maintenant, terminer aussi par saluer tous les collègues du EC2M, donc les Madame Seke, Odi, M. Fall et M. Sow pour véritablement, certainement ils vont suivre l'émission. Donc les remercier de tout cet accompagnement-là et aussi de vous remercier. Ce que vous êtes en train de faire, c'est extrêmement important. Merci. Et c'est de ces actions-là qui doivent être accompagnées. C'est ces actions-là qui doivent être accompagnées pour qu'on puisse véritablement conscientiser cette jeunesse-là. 50%, moins de 19 ans. La solution, ce n'est pas Barça et Barça ou Barça, ce n'est pas la solution. Mais lorsque une jeunesse n'a plus d'espoir, vous voyez ce que cela donne. Il faut vraiment des mesures sérieuses. La responsabilité est très lourde. Il faut que nos dirigeants sachent cela. C'est extrêmement important. Merci encore, M. Mbacké. M. Pambou, pour terminer. Oui, voilà, pour terminer, je dirais encore aussi merci à cette invitation qui est aussi à mon collègue Ibrahima. Et je voulais peut-être lancer un mot par rapport à nos étudiants que nous formons, parce que nous savons que la statistique fait partie des disciplines qui sont vraiment très craintes par les étudiants. Mais je pense que nous devrons faire beaucoup d'efforts pour pouvoir faire aimer cette discipline à nos étudiants. Parce qu'aujourd'hui, comme nous l'avons remarqué, nous avons besoin de la statistique dans tous les domaines. Que ce soit en économie, que ce soit en marketing, que ce soit en santé. Nous devrons toujours faire de telle sorte que les étudiants puissent s'approprier cette discipline. Pas seulement de façon théorique, mais de façon pratique. Maintenant, il revient à nous, les formateurs, de pouvoir donner tous ces outils-là, de donner ce goût-là à nos étudiants. Et enfin, je remercie la télévision qui nous a donné cette occasion de pouvoir nous exprimer, de pouvoir partager ce plaisir des statistiques, de la statistique, et aussi par rapport au recensement que nous avons discuté. Je pense que c'est important aussi de lancer un appel au niveau de nos dirigeants pour qu'ils puissent bien s'approprier de cet outil-là, pour pouvoir élaborer les politiques et les stratégies nécessaires pour permettre à notre jeunesse de pouvoir en bénéficier de toutes ces contributions. Comme il a dit, 25 milliards, ce n'est pas pour rien. Il faudrait qu'on puisse sentir vraiment les effets, que ça puisse être utile tant pour aussi les organisations, les centres qu'on appelle les instituts de formation comme nous aussi, parce que ces statistiques qui sont produites, c'est pas seulement pour l'État, même aussi les entreprises peuvent s'en servir, les organisations peuvent s'en servir pour pouvoir voir comment nous pouvons mener nos politiques de développement dans le cadre des projets sociaux. Parfaitement. Merci à vous. En tout cas, à mon tour aussi de vous remercier pour avoir bien répondu à notre invitation, malgré le temps trop serré et votre agenda aussi, parce que nous savons tous que vous êtes souvent très chargés par vos agendas en tant que directeur déjà d'institut, mais également aussi en tant que formateur. Donc c'est l'occasion aussi pour nous de vous féliciter et de vous encourager pour les efforts importants que vous êtes en train de faire pour la formation des jeunes Sénégalais. Et vous tous, vraiment, vous êtes investis dans ce secteur-là depuis, en tout cas, plus d'une dizaine d'années. Et vraiment, tout ça aussi pour contribuer vraiment à la formation de nos ressources humaines, sans lesquelles vraiment on ne peut pas aspirer aussi à un développement. Donc, Mourchid TV vous remercie vraiment pour avoir bel et bien répondu en tout cas à cette invitation, mais également aussi pour avoir partagé vraiment ces connaissances très précieuses dans un domaine vraiment important pour l'économie, à savoir donc les statistiques. Voilà, c'en est fini pour l'émission EcoD. Nous avons eu à recevoir donc, dans le cadre donc, de ce numéro M. Abdon Privat Pambou, n'est-ce pas, qui est statisticien économètre, directeur général de l'Institut IKJ Amadou Mokhtar Mbow, également formateur en statistique, et M. Ibrahima Ndiaye, qui est économiste, n'est-ce pas, statisticien, formateur consultant en finance islamique. Il est également aussi expert évaluateur et directeur général de l'Institut EC2M. Avec eux, nous avons eu à parler d'un thème plus qu'actuel, à savoir donc les statistiques et leur importance dans le développement socio-économique. À très bientôt pour un autre numéro de EcoD. Je remercie en tout cas l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Au revoir et à bientôt. Merci. Merci.